Toutes les générations n'ont pas été égales pour ce qui est de leur trajectoire économique. En France, sur les dernières décennies, il y a eu d'un côté des générations qu'on pourrait qualifier de bénies, c'est notamment la génération du baby-boom, en tout cas les baby-boomers de la première fournée, ceux qui sont nés entre 45 et on va dire 55, et à côté de ça, des générations déshéritées. Qui sont ces générations déshéritées? Ce ne sont pas que les générations les plus récentes, donc la génération X et la génération Y, c'est plus que ça. Ce seraient toutes les générations qui sont rentrées sur le marché du travail à partir des années 80, c'est-à-dire dans un environnement économique beaucoup plus difficile, avec d'une part un chômage de masse et d'autre part une précarité croissante, puisque les CDD ont été créés à la fin des années 70, en 79 exactement, pour introduire un peu de flexibilité dans la machine économique française au moment où l'économie française était empêtrée dans le premier choc pétrolier et allait connaître très rapidement le deuxième choc pétrolier. Donc ces générations déshéritées sont des générations qui, sur plein de critères, se situent bien en deçà de la qualité de vie économique qu'a connue la génération, notamment la génération de leurs parents. Donc toutes ces générations nées à partir des années 60 peuvent être qualifiées de générations déshéritées, mais la situation s'est encore plus dégradée à mesure qu'on se rapproche des générations actuelles. Aujourd'hui, la situation de la jeunesse est, selon plein de critères, très délicate. Si on s'intéresse au taux de chômage, il est de 23% pour les jeunes de moins de 25 ans, alors qu'il est d'un peu plus de 9% pour l'ensemble de la population active. Si on s'intéresse à la précarité, il y a 32% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en CDD ou en intérim, soit beaucoup plus que ce qui prévaut pour l'ensemble de la population active française. Si on regarde les revenus ou le niveau de vie, là encore, les jeunes sont aujourd'hui en deçà de ce qui prévaut pour l'ensemble des actifs. Et cette situation est assez nouvelle, et on a du mal à le penser, durant les années 70, au contraire, les jeunes, pas de moins de 25 ans, mais de moins de 30 ans, étaient la classe d'âge la plus riche en termes de niveau de vie. C'est-à-dire en termes de revenus ajustés de l'impôt et ajustés de la taille des ménages. Au-delà de l'accès à l'emploi et de l'accès aux revenus, il y a aussi l'accès au logement qui pose problème pour la jeunesse aujourd'hui. Très souvent, l'accès au logement est conditionné par l'accès à un emploi stable. L'accès au logement est plus difficile pour les jeunes qui se retrouvent, comme il a été dit, beaucoup plus souvent au chômage et en CDD que les autres classes d'âge. Donc l'accès au logement est plus difficile pour elles. Et lorsque les jeunes réussissent à trouver un logement, pour cela, ils payent énormément avec un taux d'effort immobilier qui est de l'ordre de 25 à 30%, c'est-à-dire la part du revenu qui est consacrée aux dépenses de logement. Pour le reste de la population, c'est beaucoup moins. Et pour ces mêmes jeunes, 30 ans avant, c'était beaucoup moins, c'était autour de 10%. Donc le niveau de vie des jeunes est compressé par le haut à cause de revenus faibles et par le bas à cause de dépenses de logement élevées. À côté de ceci, on observe une tendance de plus en plus marquée au déclassement scolaire et social, avec de l'ordre d'un jeune sur quatre qui occupe des emplois pour lesquels le niveau de diplôme requis est inférieur au niveau de diplôme qu'ils ont. Donc des jeunes qui sont, pourrait-on dire, sous-exploités. Et un déclassement social qui est plus fréquent qu'il y a 20 ou 30 ans, avec moins de mobilité sociale ascendante et plus de mobilité sociale descendante. Et enfin, pour couronner le tout, les jeunes sont aujourd'hui la classe d'âge la plus souvent sous le seuil de pauvreté, avec 20% de cette classe d'âge qui se retrouve sous le seuil de pauvreté de 60% du salaire médian. Avant, ce n'étaient pas les jeunes qui étaient les plus exposés à la pauvreté, c'était les seniors. Et d'ailleurs, cette trajectoire difficile des jeunes qui de plus en plus se retrouvent donc déclassés en situation de chômage, de précarité au moins au départ de leur vie active, et après la situation s'améliore et une grande partie des jeunes arrivent à se stabiliser dans le CDI. Cette situation est à mettre en miroir avec la situation des retraités ou des seniors au sens large, qui, elle, n'a cessé de s'améliorer depuis les années 60-70, avec une amélioration tendancielle des pensions moyennes, et de telle manière qu'aujourd'hui, et c'est assez inédit à l'échelle des pays de l'OCDE, nous avons en France des retraités qui sont plus riches en revenus, pas en patrimoine, en revenus plus riches que les actifs. Grâce à leurs revenus tirés des retraites, mais aussi grâce aux revenus tirés de l'épargne financière. Parallèlement à ce haut niveau relatif de revenus, les retraités français sont plus
souvent propriétaires de leur résidence principale que l'ensemble de la population française. On a 72% des retraités qui sont propriétaires de leur résidence principale et seulement 58% si on prend toutes les classes d'âge. Et donc, tirent de cette propriété immobilière un niveau de vie supérieur par le biais de ce que l'on appelle les loyers fictifs, c'est-à-dire les loyers que les propriétaires se versent à eux-mêmes et qui ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu, mais qui constituent des revenus, de facto. Et l'amélioration en tendance de la situation économique des seniors s'observe aussi quand on s'intéresse à la proportion des seniors qui tombent sous le seuil de pauvreté, qui est bien inférieure à celle de l'ensemble de la population et, par définition, bien inférieure à celle de la classe d'âge la plus touchée, c'est-à-dire les jeunes. Et là aussi, c'est une exception au niveau de l'OCDE, puisque, en général, dans les pays de l'OCDE, les retraités sont plus souvent en situation de pauvreté que les actifs. Et parmi cette population de retraités, tous les retraités évidemment ne sont pas logés à la même enseigne. Et même en termes de génération, il y a des différences. La génération qui connaît la situation, une situation particulièrement bonne est la génération des baby-boomers, là encore, les baby-boomers qui sont nés entre 45 et 55, qui, en termes d'accumulation patrimoniale, se retrouvent bien au-dessus des générations d'avant au même âge. Là, il s'agissait des inégalités intergénérationnelles explicites, évidentes, observables immédiatement. À côté de celles-là, on peut parler d'inégalités intergénérationnelles plus implicites, notamment avec le niveau de dette publique, qui n'est pas le même aujourd'hui par habitant que ce qu'il était il y a 30 ans, lorsqu'on faisait aussi un découpage par habitant. Même si l'on opère un ajustement par l'augmentation des revenus liée à l'augmentation de la productivité ou à l'augmentation de l'espérance de vie, parce que plus on a d'espérance de vie, plus on a de temps pour rembourser la dette, la situation par habitant ou par actif s'est largement détériorée. Cette dette et donc va peser lourdement sur les épaules des générations qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail et qui, pendant les 40 ou 50 prochaines années, vont devoir éponger cette dette publique. Quand on regarde ce que l'État a mis en face de la dette publique, on s'aperçoit que la dette s'est creusée non pas pour financer les dépenses d'investissement, mais pour financer largement des dépenses courantes, que ce soit des dépenses de fonctionnement ou des dépenses de sécurité sociale. Ce qui a le plus augmenté, ce n'est pas du tout l'investissement, ce sont les dépenses de sécurité sociale. Si bien qu'aujourd'hui, la part de l'investissement dans les dépenses publiques a fondu, au même titre que la part de l'investissement public à l'intérieur du PIB a également fondu. Elle avait atteint un plus haut à la fin de la présidence du général de Gaulle et depuis n'a cessé de diminuer. À côté de cette dette officielle, qui n'a pas financé des dépenses d'investissement, on a une dette implicite qui correspond à tous ces engagements implicites de l'État au titre de la retraite et de la maladie. Et là aussi, ces engagements sont bien supérieurs aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 30 ans à cause du vieillissement démographique et du non-financement des coûts futurs de ce vieillissement démographique. Et enfin, toujours en termes d'inégalité implicite, inobservable immédiatement, il y a ce qu'on appelle le taux de rendement des régimes de retraite. On peut calculer pour chaque cotisant le taux de rendement qu'il va toucher sur l'ensemble en faisant le rapport entre toutes les allocations qu'il va toucher au titre de la retraite et tout ce qu'il aura payé. Et en actualisant tout ça, on peut obtenir un taux de rendement annuel. Quand on fait ça, pour le système français comme pour les autres systèmes, on aboutit à un taux de rendement décroissant depuis le début du système jusqu'aux générations les plus récentes. Et donc les générations actuelles vont se retrouver avec un taux de rendement sur les cotisations qu'ils auront payées bien inférieur à celui des générations précédentes. Mais là, sur ce point particulier, ce ne sont pas les baby-boomers qui ont été les mieux lotis, ce sont davantage la génération d'avant, celle qui a été la première à bénéficier du système par répartition. Comment expliquer au final toutes ces inégalités qui, à chaque fois, se font au détriment des générations les plus récentes par rapport aux générations anciennes, notamment à cette génération paroxystique qui était la génération du baby-boom, des premiers baby-boomers? Il y a d'abord des facteurs communs qui ne sont pas propres à la France, des facteurs qu'on retrouve dans tous les pays développés, avec la démographie mais qui n'est pas encore en train de peser lourdement sur les comptes publics français, mais qui va peser de facto avec l'augmentation du ratio de dépendance, c'est-à-dire de personnes dépendantes sur le nombre d'actifs. Mais au-delà de la démographie, il y a aussi ces cycles monétaires qui entraînent la hausse ou la baisse des actifs, et notamment des actifs immobiliers. On peut considérer que les cycles monétaires et les innovations financières ont largement favorisé la bulle immobilière de ces 15 dernières années. Bulle immobilière qui est largement au détriment de la situation financière des plus jeunes.
Il y a aussi le développement de l'État-providence qui fait que les actifs sont beaucoup plus ponctionnés maintenant avec un État-providence large qu'il n'était avant quand l'État-providence était plus réduit. Et enfin, il y a des mécanismes démocratiques qui font que les classes d'âge les plus nombreuses, et là encore ce sont les baby-boomers, et les plus impliquées dans la vie politique sont aussi celles qui sont les mieux servies par les politiques publiques. Mais à côté de ces facteurs qu'on peut retrouver dans toutes les grandes démocraties des pays développés, on a des facteurs plus spécifiques à la France. La taille de l'État-providence, qui est plus développée en France qu'ailleurs, les rigidités sur le marché du travail, avec par exemple une protection de l'emploi élevée qui fait que les employeurs ont plutôt tendance à employer les jeunes sous forme de CDD maintenant. L'historique de très mauvaise gestion des finances publiques qui a contribué à l'augmentation de la dette. La France en est à sa 37e année de suite de déficit public, ce qui est un record au niveau des pays développés. La France n'a pas, pendant les années de vache grasse, n'a pas pris le parti de réduire ses déficits structurels, par exemple à la fin des années 90, où la France continuait d'être en déficit budgétaire, alors que la plupart des pays européens et développés accumulaient des excédents sur quelques années. Enfin, et c'est peut-être là le plus délicat pour les générations les plus récentes, l'absence de réformes structurelles d'envergure qui auraient pu rebalancer et restaurer un peu d'équité intergénérationnelle, par exemple en réformant le régime de retraite significativement. Là encore, la France est en retard sur ces mesures structurelles par rapport à d'autres pays. La démographie qui était un facteur commun à l'ensemble des pays, pour la France, a été plutôt un facteur positif, étant donné qu'il y a eu ce baby-boom très fort en France, très marqué et très long, qui a permis d'améliorer le ratio de support ou de diminuer le ratio de dépendance économique. Donc la France se retrouve dans une situation très difficile pour sa jeunesse, largement à cause de politiques publiques qui ont été défavorables à la jeunesse. Et on se retrouve dans une situation très paradoxale avec un système fiscal complètement anachronique qui continue de pressurer les actifs pour transférer vers les retraités, alors que les retraités sont, en termes de revenus, globalement plus riches que les actifs. Et donc on a une redistribution qui se fait largement au détriment des jeunes actifs qui, eux, par rapport aux autres actifs, sont plus pauvres en termes de revenus. Donc on a une redistribution à l'envers qui va de classes d'âge relativement pauvres en revenus vers des classes d'âge relativement riches en revenus. Et ça a pour conséquence, évidemment, de compresser le niveau de vie des actifs et de renchérir le coût du travail, ce qui pose des problèmes pour la compétitivité internationale. Et donc, quelles réformes peut-on mettre en place pour améliorer ce système et le rendre plus équitable pour ce qui est de l'équité intergénérationnelle? Mais il faut, à mon sens, harmoniser le traitement fiscal et social entre la période d'activité et la période de retraite pour en finir avec ce système fiscal qui pressure pendant la vie active et qui après préserve les personnes pendant la retraite. Donc on peut, par exemple, limiter les avantages dont continuent de bénéficier les retraités, par exemple l'abattement de 10% à l'impôt sur le revenu ou la CSG réduite sur les pensions. Mais plus largement, on devrait, à mon sens, rebasculer le financement de la protection sociale, sans même parler du recalibrage du modèle social français, rebasculer son financement d'un financement largement sur le travail, donc sur les actifs, à un financement bien plus large qui prendra en compte toutes les sources de revenus, et notamment ce qui a été dit plus tôt, les revenus du patrimoine immobilier, avec la résidence principale qui est la plus grosse niche fiscale que la France connaisse, puisque à cause de ces loyers fictifs qui échappent à l'impôt sur le revenu, il y a un manque à gagner pour le fisc français de l'ordre de 35 à 40 milliards par an d'impôt sur le revenu et de CSG. Donc un rebasculement plus large se ferait à la faveur sur une base plus large, se ferait à la faveur des jeunes et au détriment évidemment des retraités. Mais les retraités actuels, ceux qui rentrent en retraite, sont ceux qui ont été le mieux lotis par l'histoire économique. Et enfin, il faudrait vraisemblablement mettre en place un certain nombre de réformes structurelles, par exemple le contrat de travail unique. Nous sommes en France dans un système dual, un système de l'emploi dual, avec d'un côté des emplois précaires et d'un autre côté des emplois protégés. Et on observe que les différentes classes d'âge ne sont pas placées sur un même pied d'égalité face à ces deux types de contrats. Les contrats les plus précaires sont largement pour les jeunes, alors que les emplois protégés sont pour les classes d'âge plus avancées. Un contrat de travail unique avec des droits intermédiaires permettrait une meilleure équité, pas forcément entre les générations, mais au moins entre les classes d'âge. Ces réformes structurelles et d'autres
par exemple les règles d'or, imposer des règles d'or sur les déficits publics, ou lier par exemple les dépenses en faveur des seniors, puisque la France se matérialise par des transferts massifs en direction des seniors et des transferts insuffisants en faveur des jeunes, lier les dépenses sociales vers les seniors au niveau des dépenses sociales vers les jeunes permettrait de faire en sorte que la France ne voit ses dépenses sociales dériver petit à petit avec le vieillissement démographique vers le traitement seulement de son troisième âge. Donc, toutes ces réformes sont nécessaires à plusieurs titres. D'abord pour cet objectif d'équité intergénérationnelle, évidemment, mais aussi pour la viabilité financière du système social français. Ça permettrait, celle-ci et d'autres, permettrait de pérenniser l'équilibre des finances publiques malgré le vieillissement démographique. Et enfin pour l'efficacité économique, c'est un énorme gâchis de voir la jeunesse être à ce point-là sous-exploitée dans ses premières années de vie active, avec ce taux de précarité, ce taux de chômage, puisque c'est un moment où le capital humain acquis pendant l'université ou pendant les études supérieures peut se matérialiser dans l'entreprise. Si on sous-exploite les jeunes à ce moment-là, on perd ce capital humain qui a été accumulé par la formation. Et encore pire, si les jeunes décidaient de partir vers d'autres cieux pour avoir un meilleur destin économique que celui qui est proposé en France, ce serait un gâchis terrible pour la France et ne permettrait pas, à terme, le financement de ce modèle social français si particulier.